Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours. Vous le savez, cette émission elle est toute consacrée au patrimoine vivant, on l'appelle aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va multiplier et appliquer la règle des 4 R de l'économie circulaire. Réduire, réparer, réutiliser, recycler. Aujourd'hui, direction Montaigu, rendez-vous à la ressourcerie culturelle, un lieu dans lequel on œuvre pour des pratiques culturelles responsables et durables. Concrètement, il s'agit de donner une deuxième vie à des équipements de spectacle. Mais plus qu'un simple lieu de stockage, de réparation, de vente ou de location, c'est un vrai tiers-lieu d'échange, de rencontre, un labo d'idées pour penser autrement la consommation culturelle. Son fondateur vient nous en parler, Damien Forger, c'est notre invité. Recycle, C'est magique, c'est le cycle de la vie. recycle, C'est magique. faut pas que tu l'oublies. Recycle, C'est magique, c'est le cycle de la vie. Recycler, c'est magique comme le chante Dominique Dimet. Et notre invité en est convaincu. Toujours à monter au front sans rien lâcher, Damien Forger est un enfant de l'éduc pop et de la culture punk. Il a le goût de la zik et des smacks. Des cultures barbares aux inors, des pestaculaires à l'éco-circulaire. Cet homme est un générateur d'idées branchées, galvanisées, projecteur de conscience. Il est un plein d'énergie et d'initiative. Quelles que soient les aventures, Damien aime avant tout jouer collectif, transpirer et solidariser ensemble. Des racines agriculturelles auxquelles il emprunte les modèles, des cumas aux mutualisations culturelles, il milite pour faire de la place pour tous et pour tout le monde. Ainsi, en 2018, je crois, il imagine et crée le concept de la ressourcerie culturelle. Notre Robin des Bois de la culture habite ses convictions, redistribuées pour faire diversité. Il partage ses idées, convainc de nombreux partenaires à se lancer dans l'aventure et à rêver un lieu atypique, un lieu collaboratif où l'on s'évertue à rendre des présents et des lendemains heureux. Et très vite, la mayonnaise prend et on fait plein de petits. D'autres expériences se fédèrent, d'autres ressourceries voient le jour un peu partout en France. Mesdames et messieurs, dans une société de consommation à outrance où tu achètes, tu jettes, puis tu vas remplir la déchetterie, la ressourcerie culturelle nous prouve que d'autres fonctionnements sont possibles, que le secteur culturel peut s'engager dans l'écologie et conjuguer le vivre, le faire ensemble avec son cortège de mots en IT, créativité, humanité, proximité, diversité, authenticité, responsabilité. C'est ça, être responsable des choix qu'on fait, faire des milliards de petites choses pour changer le logiciel et venir toucher le ciel. La ressourcerie nous prouve que c'est possible, alors bon vent dans la vie, belle vie dans le vent des histoires culturelles. Quelles sont les raisons de ce succès? Sur quoi repose une ressourcerie culturelle? Quel est son concept, son histoire? Comment penser la création et la culture autrement? Les difficultés rencontrées, quelles sont-elles? Quels projets? Eh bien, avant de nous lancer dans notre discussion, permettez-moi de vous saluer, de te saluer, Damien Forger. Bonjour. Sois le bienvenu dans l'émission. Merci, merci. Alors, avant de commencer à évoquer le sujet, permets-moi de te présenter nos deux, nos deux recycleurs professionnels. Non, j'allais dire nos deux vieillots d'appartement. Mais non, c'est pas gentil. Il y a Hein. deux ressourcés. Oui, des recycleurs professionnels pleins de ressources culturelles. Oui, ressourcés aussi. Ressourcés, en fait, il y a plein de similitudes. Bah oui. Jean-Pierre, en plus, vous vous connaissez avec Bah oui, Damien. on s'est fréquentés. Des collecteurs, tous les deux, finalement. Oui, en quelque sorte. Bah, c'était une époque d'usinor, ça. C'était à l'époque d'Usinor, ouais. Voilà. C'est qu'on travaillait sur le patrimoine immatériel Voilà. et de C'est ça. comment l'histoire d'Usinor pouvait contribuer à la Être construction du conservé. futur. Et puis un autre recycleur de recettes, il nous parle souvent des recettes de sa grand-mère, de ses parents, de ses tontons, de ses cousines. Jean-Pierre Pouvreau, bonjour. Bonjour. Comment on va ? Ben oui, parce que dans les recettes, c'est comme dans la vie, tout se transforme, tout se modifie, et c'est toujours d'actualité, puisque les recettes de base, c'est comme on parle d'agriculture et de culturel, c'est comme le labour dans un champ, on peut y faire pousser tout ce qu'on veut, mais la base reste toujours la même. Voilà, et donc on prend et on s'inspire, et puis on fait revivre à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, on est en période de crise depuis un petit moment, bien sûr. Et les vieilles recettes sont toujours d'actualité et on peut les recycler également, comme la culture, comme tout. Tout se transforme, Monsieur Lavoisier n'aurait pas mieux dit. Et donc, au menu de cette émission ? Ah ben, on est une soupe melotte que Une faisait soupe grand-mère. comment ? Une soupe melotte. Melotte. Melotte avec du pain. Nous, il y avait ma grand-mère qui avait le café des anciens combattants. Il y avait le boulanger qui était à côté. Alors donc, elle faisait cuire des plats dans le four du boulanger d'à côté, et donc elle récupérait le pain rassis pour en faire des recettes, et par goût pur. Le vrai goût du pain, c'est le pain rassis.
Ça fait Paris, quand même. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Le vrai goût du pain, c'est le pain à rassis. Et un pain rassis ne moisit pas, monsieur. Voilà. Ben, Et ce toc. qui est dit doit être dit. Il y avait Et longtemps toc. que vous n'avez pas entendu. T'avais- hein Ah, mais ça Et nous j'ai pas manquait, parlé de allez. crème. J'ai pas parlé de crème. Ça viendra, ça viendra. La soupe melotte, vous connaissiez, Jean-Pierre? Oui, Oui. parce que c'était pas le plat. Ça fait pas riche. Non, non, c'est pas ça, c'est que c'est une obligation de se nourrir, mais c'est quand même pas de la grande. Moi, ce que j'ai vécu Ah, mais c'est que vous n'avez pas goûté chez la ma soupe. grand-mère, Tout dépendait du bouillon. Si tu avais un bon bouillon, tu as obligatoirement une bonne soupe melotte. non, il y avait Mais surtout si le, beaucoup de bouillon, lait. si le bouillon est clair, pas bon, évidemment, tout est fan. Tout est dans le bouillon. Elle mettait beaucoup de lait. Ah ben non, oui, mais c'est pas le même soupe melotte. Et- Ah oui, Bon, mais avec je du vous- lait. je vous rappelle que plantait la l'émission cuillère. ne repose pas non plus totalement sur la soupe, même si c'est un très beau sujet. Damien, tu connaissais la soupe à Je ne melotte? connaissais pas Non. du tout. Bon. Dis-moi, Damien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une ressourcerie culturelle? C'est quoi? C'est une caverne d'Ali Baba? On y trouve quoi? C'est quoi le concept? Ouais, il y a beaucoup de gens qui rentrent chez nous en disant ouais, c'est la caverne d'Ali Baba. On n'a pas inventé l'eau chaude. Il y a les ressourceries généralistes aujourd'hui dans tous les territoires où on amène les tasses à café, les meubles et tout ça et qu'on essaye d'y trouver une deuxième vie. Nous, on a créé ce concept en 2018, mais il existait déjà sur Paris. D'accord. Et le but était de donner une deuxième vie aux productions culturelles, donc les décors de théâtre, le matériel son lumière, structurel et tout, et lui donner une deuxième vie pour le réintégrer encore dans le secteur culturel. Ça paraît bizarre parce qu'on se dit que le secteur culturel, c'est souvent un secteur qui, de par les créations, est amené à penser la société, à réfléchir, à avoir un discours qui pourrait aller justement vers ces économies-là. C'était pas le cas dans les pratiques? C'est dans Non, le c'était pas le discours, cas. hein. Mais à la fois, il n'en avait pas trop besoin à l'époque. Il y a que à l'époque d'Usinor, on le faisait déjà. Ouais. On a été chercher le système son au Fusion, le premier système son du Fusion qui a fait sonner 10 ans de concert à Montaigu. Ouais. Mais c'était pas conceptualisé. C'est-à-dire que c'est toutes les petites structures culturelles sur les territoires ont déjà créé Oui. un outil d'économie circulaire sur leur territoire. Là, l'idée, c'était de le conceptualiser à grande échelle, à échelle régionale, pour pouvoir enlever l'image de voleurs ou de mendiants pour les petites structures culturelles, d'aller chiner et tout ça, et puis donner le go au grand théâtre ou aux opéras de dire ah non, vous avez le droit, c'est pas parce que c'est de l'argent public qui a financé ça, parce que des fois c'était les freins, Oui. et des fois ils lançaient dans des bennes parce qu'ils ne voulaient pas arbitrer la distribution du flux. Donc c'était ça un peu le concept. C'était de conceptualiser quelque chose. Moi souvent je me sens un peu voleur et pas légitime sur l'affaire parce qu'on l'a fait déjà à l'époque d'Usinor et plein de gens en France le font. Là c'est de le conceptualiser à une grande échelle et de donner une réponse sur le flux, le déchet. C'est un mot qu'on n'aime pas trop utiliser, mais quand on n'était pas là avant, c'était du déchet, quoi. Tout ce qui est dans la ressourcerie chez nous, ça partait à la benne. Ouais, et puis on est souvent sur des événements qui peuvent être éphémères, où on brasse beaucoup de matériel, quand même, malgré tout, selon les dimensions des festivals. Mais... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est parti sur les musiques actuelles, parce que c'était le secteur dans lequel j'œuvrais, moi, et je militais. Mais très vite, le théâtre est venu dedans. Moi, j'avais fait du théâtre, donc j'ai tout de suite... Et après, alors ça, c'est le côté éphémère, longue durée quand même, parce que quand on monte un décor de théâtre, c'est pas forcément pour une représentation. Oui, souvent, on dirait, même si là, on a appris que la moyenne, c'était 2,7 représentations. C'est assez faible. C'est très, très faible. Durée de vie de spectacle. Mais, et puis, plus on avance sur l'événementiel dans lequel on commence, donc c'est les foires, les choses comme ça, où on commence à s'y intéresser, nous aussi, parce qu'on est sollicité. Là, on est sur du one-shot, c'est-à-dire qu'on fait un décor pour un week-end et logiquement, quand on n'était pas là, ça partait à la benne. Et c'est du matériel qui peut être abîmé ou qui pas forcément? Il y a tous les cas de figure, j'imagine? Oui, il y a tous les cas de figure. On est sur des décors, là, nous, ce qu'on collecte aujourd'hui, c'est tout ce qui est construit dans les années 80, les années un peu folles, où il y a de la subvention à fond, jusqu'à 2010. Sur des gros décors qui ne sont pas abîmés, parce que quand on est dans le théâtre, c'est fait pour être monté, démonté. Quand on est dans l'événementiel, ça commence à être un peu plus compliqué parce que c'est démonté très rapidement parce que le lieu doit être libéré. Quand on est dans le cinéma, c'est juste fou parce qu'un studio de cinéma, ça coûte très cher. Donc, si on leur dit, maintenant, on va prendre 3 jours de plus pour démanteler intelligemment et récupérer,
On nous fait, maintenant, vous avez vu le prix, c'est pas la peine. Donc ça dépend des secteurs d'activité, quoi. D'accord. Et on récupère tout, du son aux lumières. Ouais, alors le son de lumière, nous on l'a fait parce que tout début, moi j'avais été voir les copains de la ressourcerie du spectacle à Vitry-sur-Seine, qui étaient des anciens punks qui récupéraient du son et lumière pour équiper les squats parisiens pour diffuser de la musique, puis qui sont au fur et à mesure construits là-dessus, structurés. Mais nous on est parti sur cette idée-là, et à fin de compte, en région, à part à Paris, il n'y a pas assez de flux de la même marque, le même ampli, la même enceinte, pour créer une économie circulaire. À Paris, quand ils collectent le virage où il y a le dinosaure qui fait c'est 2 semis d'enceinte et 4 palettes du même ampli. Ouais. Donc on peut refaire du réemploi, on peut trouver de la pièce détachée, c'est les mêmes amplis et tout. Là, en Vendée ou en région Pays de Loire, on n'a pas ces flux-là spécifiques. Donc le son et lumière, on l'a toujours, parce que il faut qu'il soit là, mais il n'est pas économiquement, il est difficilement tenable sur une région en dehors de Paris. Ceci étant, tu fais très bien le dinosaure. Oui. Non, je veux dire, tu n'as pas ramené d'objets. J'ai des enfants. Ah oui, c'est ça. Et alors, comment s'est née cette envie Je disais dans le billet d'intro que tu avais un passé agriculturel, tu t'es inspiré des CUMA, parce que il y a récupérer, mais il y a aussi mutualiser. Il y a plein de concepts dans la la première idée, c'était récupérer. J'ai fait 11 ans dans le secteur agricole. Je suis fils d'agriculteur. Donc, j'ai vu mon père réparer, récupérer pour faire autre chose. Alors, souvent, pas forcément par conviction environnementale telle qu'on le fait aujourd'hui, mais par conviction économique. Moi, c'est venu parce que c'est comme tu l'as mis dans le billet, d'ailleurs, que je te demanderai si j'ai l'autorisation de l'écrire une deuxième vie. Tu peux le recycler. Voilà, parce que je le trouve pas mal. Là, moi, l'idée, c'était dans le secteur agricole, j'avais vu les choses, mais de mutualisation. Mais le premier objet, c'était de collecter les déchets. Et au fur et à mesure, quand on rentrait dans les structures, donc on rentrait dans leur stock, et puis il y avait toujours mais ça, je ne vais pas te le donner, parce que ça pourrait me servir. Mais ça pourrait me servir dans combien de temps ? Dans 2 ans, dans 3 ans ? Donc on s'est tout de suite dit, tiens, il va falloir créer un outil de mutualisation, donner la possibilité aux gens de garder la propriété de leur objet, mais de le mettre au pot commun, quand même, pour qu'ils puissent nourrir d'autres acteurs. Ouais. Donc on a créé cet outil-là au fur et à mesure. Et puis après est venu, mais ça c'était sous-entendu déjà dans les festivals, ça faisait 15 ans qu'on militait, pour acheter des choses en commun. Ouais. Et à chaque fois c'était de la bidouille, c'était un qui achetait pour tout le monde, et comptablement parlant et tout, c'était toujours... Donc ça marchait jamais, piouf. Et là, le fait qu'il y ait une structure comme la ressourcerie culturelle qui se positionne au milieu, et qui soit la médiation au niveau comptable, au niveau gestion et tout ça, ça facilitait. Enfin, c'est une CUMA dans le milieu agricole. Sauf que là, il y a un volet de développement à faire parce que fiscalement, parce que il y a tout à créer, quoi. Donc tout à construire. Qui c'est qu'amorti, comment on fait. Donc ça, c'est la mutualisation, elle est venue après. Par la suite. Par la suite, Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'économie de la fonctionnalité. D'accord. C'est-à-dire d'avoir qu'une seule friteuse pour 20 structures plutôt que 20 friteuses qui ne fonctionnent pas d'ailleurs et qui sont mal gérées. Et tout pas bien stockées. Voilà. Et vous êtes combien autour de... Parce que je disais que tu étais le fondateur, mais c'est aussi un travail d'équipe, évidemment. Oui, parce que voilà, là, quand on me demande qui je suis... de 2018 à 2020, j'étais le porteur de projet et le fondateur. Enfin, maintenant, voilà, c'est fondé. C'est approprié. Donc là, je coordonne. On est 6 aujourd'hui à temps plein sur le projet, avec Timothée qui est sur l'administration et le développement avec moi, Mylène qui est sur la communication et la numérisation, parce qu'il y a un volet numérique. William qui est lui responsable des sorties. D'accord. Jules qui est responsable des entrées. Il faut qu'ils s'entendent bien ces deux-là parce qu'on peut saturer un lieu ou le vider en très peu de temps. On a Noé aussi qui est sur le son et lumière, qui est en alternant. Moi sur le développement. Et là, on vient d'avoir un nouveau poste avec Thomas qui est chef d'atelier Valoris. C'est une nouvelle. C'est un nouvel outil qu'on est en train de développer. Ça a dépassé les objectifs, les buts. Quand je dis que la mayonnaise prend, c'est aller plus vite que vous pensiez ? Ça va vite, mais parce que généralement, moi, j'ai pas trop de patience. Donc, dans les projets que je porte, il faut que ça aille vite. Mais ça va lentement aussi, quoi. Ça use.
la sensibilisation des acteurs, Il faut du cette temps. temporisation, elle est très, très lente, cette prise de conscience environnementale, elle est lente. Donc oui, ça va vite. Clairement, 2018, aujourd'hui on est sur 2300 mètres carrés, 6 ETP, enfin 7. Ouais. Je ne sais pas ce qui était... Ouais. Mais il faut aller vite, parce que le modèle économique est compliqué, donc il faut amorcer ça rapidement quand même. Et il y a une vraie dimension politique et sociale là, dans ce projet aussi. Ouais. Vous bossez avec des éducateurs. Alors on a aussi. Gaël, on a 2 prestataires avec qui on bosse vraiment fortement, qui amènent des compétences en plus. Gaël, qui est une ancienne éducatrice spécialisée, qui travaille sur l'encadrement des publics au sein de la ressourcerie, quand on a un décrocheur scolaire par en exemple, service civique ou des choses comme ça. Nous, c'est pas notre métier. Et puis Lise, qui est scénographe et qui, elle, construit déjà qu'avec de la récup depuis des années. Et donc, qui amène cette compétence-là et qui vient nourrir un peu le projet au fur et à mesure. Après, le volet social, on y fait attention, c'est dans nos valeurs, évidemment, mais on reste dans un secteur qui est un secteur culturel. Quand on intervient sur un démantèlement d'événements et tout, il faut y aller avec des professionnels. Ouais. Voilà, donc il y a des cadres. On L'expertise. essaye d'intégrer le volet social dedans, mais c'est pas toujours facile. Là, on y est, entre autres, sur de la dépollution de matière ou des choses comme ça. Je te propose puisqu'on parlait d'avancement du projet, qu'on fasse peut-être une petite visite en images. Et je vais laisser la parole à Jean-Pierre Bertrand, de bouche à oreille. Oui, mais il est évident que la ressourcerie, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe, en fait. Moi, j'ai une petite anecdote, c'est que je me souviens de ma grand-mère qui découpait les boîtes de pilchard, le couvercle comme le fond, pour renforcer le bas de ses portes pour que l'eau pénètre pas. Alors, c'était de la ressourcerie. Et puis, le fait que la petite bordure en métal devenait disponible, eh bien, ça permettait de fixer un arbuste à un poteau. Pas de perte du tout. La boîte était entièrement recyclée. Il fallait prendre du temps pour découper. En tout cas, l'idée de la ressourcerie, ils ont fait un film et c'était la bonne idée pour faire montrer ce qu'était l'ancienne ressourcerie, puisque d'autres images viendront sur des photos récentes. Alors là, c'est plus à toi de présenter la boutique. Parce qu'il y a eu un changement de site, c'est ça? Ouais, on a déménagé au mois de septembre dernier, donc voilà. Là, c'est l'ancien atelier. D'accord. Maintenant, il est 4 fois plus grand. Mais c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on a un lieu dans lequel arrive le matériel, qui est une zone tampon, un lieu dédié à la construction, avec des notions de remploi, un lieu dédié comme là, avec Nicolas qui était dans l'équipe à la réparation son et lumière, donc vraiment dédié à tout ce qui est ce qu'on appelle chez nous le D3E. Et puis après, une espèce de grand magasin où on a le matériel qui est à louer. Ouais. Parce que chez nous, tout ce qui est à vendre est à louer, mais tout ce qui est à louer n'est pas à vendre. D'accord. Donc si quelqu'un vient vouloir nous acheter quelque chose, mais en fin de compte, il en a besoin que pour une journée, on va lui dire, bah non, il faut que tu le loues plutôt, tu le ramèneras ici. À chaque fois que quelqu'un vient acheter quelque chose chez nous, on est un peu les dévendeurs de l'ADEME, là, en disant, ouais, non, mais tu veux l'acheter, mais c'est pour juste une journée. Non, attends, sérieusement, tu vas le louer. Et puis, donc le lieu, souvent, c'est le problème de ces projets-là, c'est qu'automatiquement, ils demandent une consommation foncière. 2000 mètres carrés minimum. L'étude, l'organisme qui nous a suivi pour l'étude nous dit 3000 mètres carrés. Pour avoir un modèle économique un peu stable. Parce qu'on collecte aussi des décors de production, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis des décors de 2010. On a collecté aussi un peu, parce que l'enjeu, il est de collecter les flux de la région Pays de Loire. Okay. C'est ce qu'a montré l'étude. Pour l'instant... vous n'allez pas au-delà. On va au-delà, mais on ne savait pas trop si c'était faisable. À Paris, c'est faisable. Toutes les productions sont à Paris. Oui. Elles s'en vont à Paris, elles nourrissent la province. Et ils reviennent en plus, ils sont bêtes, ils reviennent avec leur décor à Paris, là où le foncier il est énorme. Et à un moment, il y a le directeur des affaires financières qui dit « Oh là là, mais c'est quoi cette ligne à 40 000 € de stockage ?» Ah, ben c'est une production qui n'a pas tourné depuis 10 ans. Hop, on déstocke. Et donc, nous, on a quand même collecté un peu de décors du théâtre de Châtelet, par exemple. Des choses comme ça. Ça faisait partie des éléments que j'aurais pu amener aujourd'hui, parce qu'on m'avait demandé d'amener des petits... mais il fallait venir avec le Manitou, quoi. Voilà, tout fait 2 mètres. C'est ça, tout ça. On a un robinet, là, on a collecté dernièrement un robinet qui fait 2 mètres d'eau.
Bon, bah voilà. puis- C'est vrai que- Mais Châtelet, par exemple, qu'on avait collecté, parce que quand le théâtre du Châtelet de Paris nous a sollicité, on était plusieurs ressourceries à y répondre, parce qu'il y avait 20 smirmorques de décors sur 3 productions. Donc, et aujourd'hui, ça c'est un autre élément de décor que j'aurais pu vous amener, parce qu'il nous reste un élément de Châtelet. Donc sur 4 semis que nous on a collectés, il nous reste juste un cadre de Châtelet. Tout le reste est parti à travers de la location ou de la vente dans le secteur culturel. Pareil, entrée, nous on fait une entrée dans le secteur culturel et une sortie dans le secteur culturel. Il y a d'autres ressourceries qui vont ouvrir aux brocanteurs ou aux particuliers. Nous, on n'est pas ouvert aux particuliers au sein de la ressourcerie. Si vous avez un petit coin cuisine, parce que c'est un gars de la culture aussi, Jean-Pierre Pouvreau, c'est vrai, il fait des spectacles en cuisinant. Vous pouvez lui faire une petite place où vous pouvez aller cuisiner à la ressourcerie culturelle. Ça tombe bien, c'est l'heure de votre chronique, on passe à table. Bon, mais je reprends le mot qui est complètement actuel et porteur. Là, c'est de la ressourcerie culinaire. C'est bien. Voilà. Hein, tout ce qui a été produit doit resservir jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Voilà, que ça retourne en poussière. Voilà. Alors donc, la recette, c'est une recette qui est plus à la mode du tout, mais qui mérite qu'on en parle. C'est la soupe melotte de ma grand-mère Joubert, et qui était faite à base de... Bon, on faisait du pot-au-feu, on faisait des potées de poule, on faisait plein de... C'était beaucoup de bouilliture quand même autrefois, c'était pratique, hein. Et donc, on récupérait le bouillon, ça ne se jetait pas, on en faisait des recettes. Et alors donc, la soupe melotte de ma grand-mère, en gros, hein, c'est une recette basique, on peut l'adapter suivant ses goûts et les couleurs et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Tout La est création. permis. Non, mais le principal, c'est le principe. Ça, c'est important. Le principe est important. Bon, exemple, 4 litres de bouillon de poule ou de pot-au-feu. 4 ou 5 litres. Faut pas être avare trop sur cette recette à l'ancienne. C'est de l'à peu près. Hein. Bon, on récupère les restes ou de la volaille ou du pot-au-feu. Si on n'en a pas, ma grand-mère mettait de la chair à saucisse, comme elle était charcutière. Elle mettait de la chair à saucisse. Si elle était maigre, elle rajoutait du gras. Si elle était grasse, elle rajoutait pas de gras. Donc elle moulinait donc ses restes ou sa chair à saucisse avec des fois de volaille ou de lapin. Un petit peu de porc, mais le porc c'était moins goûtu quand même, plutôt des foies de volaille ou de lapin. Elle assaisonnait sa farce avec du sel, du poivre, un petit peu d'herbe actuelle si on veut mettre du persil, des herbes du jardin, ce qu'on trouve sous la main. Elle détendait cette farce-là avec du bouillon de volaille ou du bouillon de pot-au-feu. Bon, elle goûtait pour rajouter sel, poivre. Et alors ensuite, elle mettait une bonne couche de paracis dans le fond d'une jatte, une vieille jatte en terre où il faisait le pâté. Couche de paracis, elle mettait cette espèce de farce là-dessus, elle saupoudrait, elle remettait du paracis, elle remettait de la farce, du paracis, de la farce, et elle mouillait à la fin avec le reste de bouillon de volaille. Voilà. Et c'était à gratiner dans le four du boulanger pendant une matinée. Nous, on avait le temps de bien mijoter, comme les tomates farcies, comme tout ce qu'on a parlé comme vieille recette. Et puis, à la fin, on sortait ça, et selon le goût que ça avait, on rajoutait éventuellement du lait. Si on était riche, un peu de crème. Bon, ça dépendait. Mais déjà, c'était bien, je cherche le terme, c'était bien nourrissant. Bien nourrissant, ça tenait bien le voilà, ventre. Donc, c'est un plat complet, qu'on pouvait réchauffer à la limite. Et à vous d'essayer et d'adapter cette recette. C'est un principe de base adapté à toutes les cultures et à toutes les religions culinaires. Qu'on se le dise, monsieur est très ouvert, c'est voilà. bien. Merci Jean-Pierre. Damien, je reviens vers toi. Tu parlais d'autres ressourceries en France. Vous êtes en réseau, le Ressac, je crois. Ouais. Mais c'est favoriser la concurrence, ça, entre vous. Ouais. C'est pas bien, ça. Bah ouais, c'est pas bien. Ouais. Non, à la fois, pour l'instant, il y a tellement d'enjeux. C'est un truc qu'on a lancé. C'est-à-dire que quand moi j'ai lancé en 2018 l'histoire, j'ai eu un théâtre qui m'a appelé. Alors, j'avais été voir les copains de la ressourcerie du spectacle de Vitry. Ouais. Puis, il y a un théâtre de Lorient. Donc, on est d'accord, je ne suis pas nul en géographie, c'est en dehors de la région de Loire. Mais qui m'appelle pour collecter un décor, sachant qu'il travaillait déjà, lui, avec Arstock, qui était une structure à Paris. Donc,
Moi, j'ai plutôt appelé Airstock en disant bon, bah voilà, moi je suis embêté, on me demande de collecter un truc. Et Yann, à l'époque d'Airstock, me dit bah non, bah vas-y, t'es plus près. Eux, ils étaient à Blajan, dans les Pyrénées. Ouais. Ah oui. T'es plus près, vas-y, collecte-le, il n'y a aucun souci. Nous, on a du flux comme il faut. Puis on a commencé à croiser le fer entre ces structures-là. Et il n'y avait pas 36 structures. On était la première ressourcerie culturelle en dehors du secteur parisien, parce que le secteur parisien, il n'a pas les mêmes problématiques. Il a plus une problématique de foncier, vraiment, même stockage, si on l'a, mais de flux qui est énorme. Et donc, à un moment, je me suis dit, tout ce qu'on est en train de développer là, il va falloir le développer de façon dans les autres régions. Et tant qu'à faire, il faut faire du bien commun et aider surtout la construction de ces ressourceries sur le territoire, parce que faut aller vite. Et que ce ne soit pas un non-sens écologique aussi. Ouais, c'est ça. Donc, on a lancé un réseau qui s'appelle le RESAC. Le RESAC. Très bien. Damien, c'est déjà la fin de l'émission. Un grand merci. C'est ouvert au public, aux collectivités? Alors, c'est ouvert aux collectivités, aux associations. On n'est pas ouvert aux particuliers parce qu'on n'est pas là pour ça. Et puis c'est vrai que un robinet de 2 mètres dans sa salle de bain, ça ne va pas le faire. Un grand merci d'être venu nous voir. Un grand merci au Jean-Pierre. Puis on a pour habitude de se dire à Bétou. Alors, à Bétou.